Bonjour, Charles-Henri Dauvigny, président de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Tout à fait. On évoque avec vous deux mesures adoptées approuvées récemment par l'Assemblée nationale dans le cadre de cette fameuse loi Pacte, les privatisations d'un côté et le PEA jeune. Pour les deux, il s'agit d'aller chercher de l'épargne, aller booster l'épargne et l'actionnariat populaire. Et justement, je voudrais qu'on commence avec les privatisations. On a parlé de la FDJ, d'ADP. ADP, ce sera particulier. Pour la FDJ, Bruno Le Maire rêve, dit-il, de réaliser une opération d'actionnariat populaire. C'est quoi? Permettre aux Français de revenir à une véritable épargne vers les entreprises. C'était ce que vous attendiez? Un vrai mouvement? Alors, oui, les privatisations sont un outil pour permettre aux Français de devenir acquéreurs d'entreprises qui étaient avant appartenaient à l'État. Ensuite, si ce n'est uniquement pour que placer du papier, et je vends FDJ, c'est que de la vente, ce n'est pas une privatisation. On ne peut pas appeler ça une privatisation. Nous, ce qu'on demande à la Fédération des investisseurs individuels, c'est qu'on revienne aux fondamentaux. Et justement, ces privatisations peuvent être un moyen de réconcilier l'ensemble des Français avec la bourse et d'expliquer ce qu'est la bourse. C'est quoi la bourse au départ? C'est un endroit où vous avez des investisseurs qui ont de l'argent à placer et des entreprises qui ont un projet de développement. Et ces entreprises qui ont besoin de fonds propres pour ce développement font appel à l'épargne publique et donc vont voir ces investisseurs en disant mettez un peu d'argent dans l'entreprise en augmentation de capital parce que j'ai des développements. Donc si l'État décide de mettre la FDJ en bourse, je souhaite, et j'ai demandé plusieurs fois, que ça soit fait avec œuvre de pédagogie et avec cette augmentation de capital pour bien montrer que la bourse n'est pas qu'un lieu où il n'y a que des échanges entre investisseurs, parce que finalement, après, le second... Oui, que ce ne soit pas réservé qu'à une catégorie. Voilà, et puis le marché secondaire, on va rester sur le marché primaire et expliquer que finalement, une introduction en bourse des entreprises, c'est une entreprise qui a besoin de fonds propres et qui a besoin donc de nouveaux investisseurs. Voilà, et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde les introductions sur Internext, 25% du papier est placé auprès des particuliers, en moyenne. Et donc, ça prouve bien qu'il y a une appétence quand même de la part des particuliers sur des projets d'entreprise et des histoires. Donc, à la FDJ, de raconter une histoire. Voilà, je veux me développer à l'étranger, je veux développer de nouveaux produits, je veux développer un certain nombre de choses, j'en sais rien. Ça, c'est leur rôle. C'est participer à un projet véritable. Voilà, et de raconter donc une histoire. Mais ça veut dire qu'il est indispensable de relancer l'actionnariat individuel, ce que vous en parliez à l'instant, mais ça représente quoi actuellement? Quelle proportion? Est-ce qu'il y a vraiment un attrait ou est-ce qu'on est plutôt dans une méconnaissance, dans un désintérêt? Alors, les chiffres disent qu'on est passé de 7 millions d'actionnaires à 3,5 millions. Mais bon, ces chiffres, on peut leur dire tout ce qu'on veut. Les 7 millions, c'était à l'issue des privatisations d'Orange, de France Télécom à l'époque, d'EDF. Et il y avait un vrai contexte où il y a eu un placement de papier énorme de la part des circuits bancaires. Donc, non, ce n'est pas le chiffre de référence qu'il faut prendre. Je pense qu'il y a 3 500 000 actionnaires. On a vu une augmentation depuis quelques années, puisqu'on était à 3 millions, donc une progression de plus de 10 points. Il est important aussi d'expliquer aux Français pourquoi il faut investir dans les entreprises. Parce que si je regarde le rendement sur 20 ans du CAC 40, dividendes réinvestis, on est autour de 6 à 7% par an de rendement, ce qui est quand même énorme. Oui, par rapport aux propositions actuelles. Par rapport à une assurance vie en euros, exactement. Avec les taux, il faut mieux investir dans les entreprises qui sont les moteurs de l'emploi à venir. Ensuite, il me semble que faire venir les Français à l'épargne productive, c'est aussi faire preuve d'éducation financière dès le plus jeune âge. Et on en parlera tout à l'heure sur le PEA. Oui, c'est ça en fait. L'enjeu, et vous le disiez tout à l'heure, vous parliez véritablement de pédagogie. Donc il y a tout un enjeu de l'éducation financière des Français. Oui, parce que pour financer sa retraite, est-ce que la retraite par répartition va suffire? Bon, quand on regarde dans d'autres pays plutôt anglo-saxons ou allemands, la retraite est par capitalisation. Et donc, à partir de là, les salariés, dès qu'ils commencent à être embauchés, s'intéressent à leur placement pour pouvoir avoir un rendement important et une retraite importante à la sortie.
Et là, les Français ont un manque important, puisqu'on leur dit, bah oui, vous inquiétez pas, la retraite par répartition, on va vous garantir la retraite. Mais c'est totalement faux, parce que quand on regarde les taux de retraite que l'on a à la fin de sa carrière, on arrive à 50% du salaire du dernier salaire. C'est un moyen d'être acteur, justement. Et donc, à partir de là, c'est aussi un moyen d'être acteur de son économie. Pour ce qui concerne justement le PEA jeune, autre mesure, là on va retrouver l'écho justement de cette éducation financière, c'est amener les jeunes à l'investissement en actions. C'est l'objectif du PEA jeune et je crois que c'est votre cheval de bataille véritablement que ce plan d'épargne en action pour viser une nouvelle cible d'investisseurs. C'est quoi? C'est les 18-25 ans? Alors c'est les 18-25 ans, oui. Alors c'est une mesure que l'on a proposée au ministre de l'économie en 2016, qui était à l'époque Emmanuel Macron, qui l'a reçu avec intérêt. C'est une mesure que nous portons. Ensuite, il y a l'ANSA qui nous a rejoints. Et nous, ce PEA jeune, c'est un moyen de permettre à des jeunes qui rentrent dans la vie active ou qui sont encore étudiants de placer de l'argent. Et tout en restant dans le foyer fiscal des parents. Oui, c'est ça, il y a un rattachement. Voilà, c'est tout voilà, normalement, actuellement, quand un jeune entre 18 et 25 ans ouvre un PEA, il sort du foyer fiscal de ses parents. Là, maintenant, au mois de mars prochain, quand la mesure sera définitivement adoptée, l'ouverture du PEA ne va pas l'obliger à sortir du foyer fiscal. Donc ça, c'est une bonne mesure et c'est assez simple, d'autant plus que le gouvernement et les parlementaires, que je remercie d'ailleurs Nadia Hay et puis Olivia Grégoire, qui ont soutenu ce projet, de l'insérer dans le plafond global des PEA, du PEA PME, du PEA global. Donc, dans un foyer fiscal, on peut aller jusqu'à 450 000 euros. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, voilà, là-dessus, il n'y a pas de... C'est pas une nouvelle niche fiscale offerte à des riches et autre chose, plus comme c'est un argument qu'on a pu entendre. Mais non, pas du tout. Au contraire, c'est un moyen pédagogique. Ça permet à ces jeunes, à partir de là, d'investir 1 000, 2 000, 3 000 euros, et même dans les start-up de leurs copains. Ou dans leur propre start-up. Qui peut correspondre à une porte d'entrée, justement, voilà, peut-être une affinité avec ce monde-là. Mais qui va jouer le rôle de pédagogie, de relais? Parce que est-ce que naturellement, cette cible de 18-25 ans va aller vers ce type de produit, va aller vers un PEA jeune? Est-ce qu'on se dit, ça y est, c'est maintenant? Nous, on va essayer. Oui. On porte la voix, merci de nous avoir invités là-dessus. Et ensuite, c'est le rôle des banques, c'est le rôle des distributeurs. C'est un produit parmi d'autres. C'est un produit parmi d'autres et c'est justement à ces banques et des banques en ligne, parce que je pense que les 18-25 ans sont surtout clients de banques en ligne, de faire la promotion aussi de ce type de produit. C'est à elles aussi de leur proposer, parce que nous, tout seuls, on va porter notre voix, mais ça ne va pas être malheureusement suffisant. Donc voilà, c'est aux distributeurs aussi de promouvoir ces produits. Et ce ne serait pas aussi le rôle, par exemple, de l'État, où ça ne pourrait pas faire partie de l'éducation, que cette éducation financière, et de rattraper peut-être le modèle d'autres pays que, justement, de développer. Ça va aussi avec l'aptitude à la connaissance du monde économique, mais aussi à l'aptitude de l'éducation financière. Oui, mais alors ça, c'est dans les programmes d'économie au lycée. Et c'est un long débat. Non, mais, ou même dans les écoles. Moi, un jour, j'ai reçu un étudiant d'HEC qui m'a expliqué qu'il était en 5e année, Master 2, que l'assurance vie était un produit financier. Non, l'assurance vie n'est pas un produit financier, je suis désolé. L'assurance vie est une niche fiscale où on peut mettre des produits financiers, que ce soit des produits de taux, que ce soit des actions, que ce soit des produits d'actions, et même du non-coté, autre chose. Donc, il y a une méconnaissance, malheureusement. Même pour un public qu'on imagine d'initié. Voilà, qu'on se dit averti. Voilà. Donc, il y a encore un long chemin à faire. Mais je pense que le fait aussi de passer par et d'évoquer la retraite par capitalisation, ça peut être une porte d'entrée à cette éducation. D'entrée, parce que l'on voit dans d'autres pays où, dès 20 ans, les jeunes s'intéressent à l'investissement en actions. Et je rappelle que c'est quand même encore un investissement rentable. Après, il faut faire des bons choix, mais le CAC 40, sur 20 ans, c'est 6 à 7% de rendement de dividendes réinvestis. C'est ça, on est dans l'enjeu d'une vision à long terme et pas une vision court-termisme véritablement. On le voit avec justement cette aptitude pour financer sa retraite des années et des années. On le voit actuellement avec la volatilité, ça ne donne pas trop envie d'investir en bourse. Et il y a une certaine volatilité, ça fait peur, je comprends bien. Je me souviens, on avait fait une étude auprès des 25-49 ans
pour essayer de comprendre pourquoi ils n'investissaient pas en actions. Parce que justement, c'était trop volatile, ils ne comprenaient pas, et en même temps, ils préféraient l'immobilier. On ne comprend pas. Ah oui, c'est liquide. Ah bon? Oui, parce qu'en fait, quand vous vendez votre résidence principale, vous n'êtes pas taxé. Alors que si vous vendez une action sur un compte titre, vous êtes tout de suite taxé. Alors que vous la mettez dans un PEA ou dans une assurance vie, il faut attendre 8 ans pour avoir un régime fiscal avantageux. Et donc, ils ne voulaient pas se bloquer. Donc, tout ça est un peu compliqué de faire adopter cette envie d'investir dans l'entreprise auprès des jeunes. Mais je pense qu'il faut faire preuve de pédagogie, comme vous dites. Merci Charles-Henri Dauvigny, président, je le rappelle, de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Merci d'avoir été dans Ecorama aujourd'hui. Merci beaucoup.